Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Al-Wataniya pour ce premier journal télévisé en langue française dont voici les principaux titres. Élections municipales et législatives en Mauritanie, les coalitions se font et se défont. L'agression et le meurtre d'une fillette a motivé les sit-ins tenus hier devant les grilles du palais présidentiel. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta réunit pour 2 jours la classe politique et la société civile du Mali pour des assises nationales. Excusez-nous, chers téléspectateurs, pour ce petit retard indépendant de notre volonté. Le journal télévisé en langue française est fixé à 21h30. Merci de vous joindre à nous. Au cours de la dernière réunion du Conseil des ministres, un projet de décret portant création d'un observatoire national pour la surveillance des élections a été adopté. Cet observatoire constituait l'une des principales conditions que l'opposition exigeait pour participer aux élections législatives et municipales du 23 novembre prochain. Mohamed Yahya Ould Horma, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, a indiqué au cours d'un point de presse que la création de cet observatoire vise à assurer la transparence et l'équité des prochaines élections par l'implication des institutions indépendantes dans l'observation des élections aux côtés de la CENI et que le nombre des listes candidates pour les municipales déposées à la CENI a atteint 1101 listes, tandis que celle des législatives totalise 437 listes. Le 23 novembre prochain est la date des prochaines joutes électorales. Les différents états-majors des partis politiques affûtent leurs armes. L'heure est à la course pour gagner l'adhésion des électeurs et battre l'adversaire. Écoutons ce reportage d'Ahmed Beylilatou. À l'approche des échéances municipales et législatives du 23 novembre, nous assistons à une course électorale effrénée. Des alliances et ruptures alternent, augurant une campagne à rebondissements multiples. Dernières alliances en vue ces derniers jours, celle entre Tawassul d'obédience islamique, dirigée par Jamil Mansour, et Louis Ham de Boïdjal Oulhoumoui dans une liste commune à Medardra. Dans d'autres villes à l'intérieur du pays, les coalitions vont bon train. À Al-Qaddiya, par exemple, au centre du pays, c'est une liste commune entre l'APP et Tawassul qui affrontera celle de l'UPR, parti au pouvoir, après le désistement de quelques-uns de ses membres. Les désagréments de la campagne qui s'annonce, outre qu'elle obligera des partis peut-être pas sur la même ligne d'engagement politique, souffrira également du mot d'ordre du boycott des élections lancées par les partis membres de la CODE, jadis très présentes dans l'hémicycle de la Chambre basse sortante. Les remous politiques émaillés d'alliances et de ruptures sont la marque prégnante de la situation politique actuelle. L'ennemi d'hier pourra bien être l'ami d'aujourd'hui. Et pour mieux comprendre les dessous de ces alliances politiques, nous avons avec nous sur ce plateau M. Jedna Deida, directeur de publication de Moriweb. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question est que pensez-vous des candidatures des transfuges de l'UPR au sein d'autres partis politiques et quel rôle joueront-ils une fois députés? Seront-ils de l'opposition ou de la majorité? Merci, Fatmoutou. Permettez au départ de féliciter Al-Wataniya pour ce début d'émission qui était très attendu. Et je joins aussi ma voix à la vôtre pour implorer l'indulgence des téléspectateurs. C'est les aléas du débit. Merci. Et pour répondre à votre question, je pense qu'il n'y aura pas forcément grand-chose de changer à l'issue du scrutin du 23 novembre. Parce que nous supposons que finalement, à l'issue de ce scrutin, il y a eu un démembrement du parti au pouvoir, il y a eu quelques frustrations, des gens qui ont quitté le parti au pouvoir pour joindre des partis satellites un peu du parti, et donc forcément, Pourquoi ce mot satellite exactement? Parce que justement, c'est ce qu'on nous pensons que tous les partis qui se sont créés en fait dans le sillage de l'IPR, ce sont finalement des gens qui avaient des ambitions en fait, de se démarquer des partis pairs ou de la formation mère, si vous permettez l'expression, et qui voulaient s'affirmer en fait comme étant une force politique. Mais au bout du compte, tout le monde est dans la même logique en fait politique du côté du pouvoir. Donc forcément, on aura malheureusement un parlement monocolore si on accepte. C'est des partis fantômes en fait. Ce n'est pas des partis fantômes, mais c'est des partis qui sont enfantés par l'IPR elle-même. Donc c'est une méiose de l'IPR qui a permis en fait l'existence de ces partis politiques. Bon,
espérons qu'au moins que les partis d'opposition traditionnels, même s'ils sont d'une opposition dans le système aujourd'hui, puissent un peu contrer cette image qui finalement malheureusement... Et monsieur le directeur, est-ce que les coalitions prouvent les bonnes relations que les partis politiques entretiennent entre eux? Je ne pense pas personnellement que ces compagnonnages soient vraiment idéologiques. De toute façon, c'est un cheminement pour une élection qui va peut-être permettre à l'une ou l'autre des formations de gagner un siège ou de gagner quelques conseils municipaux. Mais ça là est vraiment marginal par rapport au nombre total de candidatures, parce que les listes, je veux dire, les listes qui sont mises entre certains partis de l'opposition sont en fait très marginales par rapport au grand nombre de listes. Monsieur le directeur, on sait que le fichier électoral ne fait pas l'unanimité de la classe politique. Vous croyez que ces élections vont être reconnues comme transparentes par tous les partis politiques qui y participent? Écoutez, je pense que déjà il y a un problème qui se pose, que celui qui est une contestation par l'opposition traditionnelle. Ajoutez-y déjà aussi l'opposition participationniste qui commence déjà à crier, j'en veux pour preuve l'APP qui aujourd'hui à Rosso indique l'administration, accuse l'administration de s'interférer justement dans cette élection, sans compter Tawassoul qui dès le départ a annoncé de toute façon qu'il participait à une élection pour participer à cette élection. Merci beaucoup, monsieur le directeur, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes monsieur Jedna Dida, directeur de publication de MoriWeb. Toujours parlons de ces élections législatives prévues le 23 novembre dans la société mauritanienne. Excusez-moi, 71 partis politiques, dont 11 coalitions, prennent part aux élections législatives et municipales du 23 novembre 2013. Toutes les formations politiques sont satisfaites pour l'instant du déroulement du processus électoral. C'est en substance qu'a affirmé le porte-parole de la CINI, M. Hamma Ould Soueilem, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse au siège de la CINI. Dans la société mauritanienne actuelle en mutation, en l'absence de statistiques, il est très difficile d'étudier le phénomène de violence faite aux femmes, particulièrement le viol. Hier, sujet tabou. Aujourd'hui, il s'agit d'un problème que nous vivons au quotidien. Le dernier en date, c'est le cas de la petite Khadi Touré, âgée de 6 ans. C'est ce qui a motivé le sitting tenu hier devant les grilles du palais présidentiel. C'est un reportage signé d'Essaou City. Ils étaient 200 à 300 personnes environ à manifester jeudi devant la présidence de la République pour réclamer l'arrestation et la condamnation à mort des auteurs du viol de la petite Khadi Touré. Furieux, les manifestants scandaient des slogans comme « Tuer les assassins »,« Non au viol » et « Non aux agressions faites aux femmes ». Une mère de famille qui participait à cette marche a exprimé toute son indignation face à la recrudescence du viol. Les femmes n'ont plus de larmes pour pleurer. On en a marre. Il y a l'insécurité. On tue nos enfants. On pille nos biens. Ce n'est pas un pays. Il faut que justice soit faite dans ce pays. Il faut que le président de la République sache qu'il n'y a pas d'impunité dans ce pays. Les gens qui ont tué, ils sont là, ils dorment dans les prisons. Ce n'est pas ce qu'on cherche. On n'a qu'à tuer ceux qui ont tué. On n'a qu'à appliquer une vraie justice dans ce pays-là. On en a marre. Khadi Touré, c'est une petite gamine de 6 ans qui a été violée et tuée dimanche dernier par des inconnus. Son corps inanimé a été retrouvé dimanche dernier sur la plage, non loin de l'hôtel Al-Ahmadi de Nouakchott. Khadi Touré, une nouvelle victime des violeurs qui sévissent à Nouakchott et à l'intérieur du pays. Nous avons en ligne Maître Bilal Ould Dik, avocat à la Cour. Maître Bilal, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Maître, ma première question est quelles sont les peines infligées aux acteurs de viol et violences sexuelles en Mauritanie? D'abord, je vous remercie. Donc, pour le cas d'espèce, vous aviez en matière pénale, ou en tout cas pour la législation mauritanienne, vous aviez le code pénal mauritanien, c'est la loi 83-163, et vous aviez également l'ordonnance 2015-015 relative à la protection des enfants. En ce qui concerne le viol qui est prévu par le code pénal, c'est l'article 309 qui dispose
de façon précise de la peine des travaux forcés, ça c'est pour l'article 309. Bon, en ce qui concerne les viols ou les meurtres commis sur un enfant, l'article 6 de l'ordonnance 2005. Allô, maître, vous m'entendez? Oui. Vous pouvez diminuer un peu, s'il vous plaît, le volume de votre télévision. On vous reçoit très très mal. Bon, je l'ai fermé d'ailleurs. J'ai dit que, si vous voulez, je répète, j'ai dit que le viol est prévu par le Code pénal mauritanien dans l'article 309 de l'ordonnance 83-163 et on le retrouve également dans l'ordonnance 2005, le numéro 15, relative à la protection du Code de protection de l'enfant. Pour le premier cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, la peine qui est prévue, c'est des travaux forcés. Dans le Code de l'enfance, qui est prévu à l'article 6, celui-là, il renvoie quand il s'agit de... Maître, par rapport à ces travaux forcés, quel est le comportement du juge par rapport à la loi et l'application des textes? Bon, écoutez, moi, ce que je pense, que malheureusement, nous sommes devant un texte de loi qui ne donne pas suffisamment d'éléments pour la définition de l'infraction en matière de viol. Et la raison, je pense que le législateur de l'époque, parce que le code date depuis très longtemps, il a voulu rattacher un peu l'application de la charia. Et malheureusement, il y a un problème de démarcation, c'est-à-dire une ligne de démarcation. Oui, maître, à propos de la charia, l'islam prévoit-il la même punition concernant le viol et l'adultère, vu que des accusés, des violés ont été incarcérés? Bon, je vous dis, le code pénal mauritanien, il est tiré directement de la charia. Mais comme je vous dis, que nous sommes dans un problème, c'est que le juge, malheureusement, n'arrive pas, il y a une ligne de démarcation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir un viol avec un rapport sexuel. Et à chaque fois qu'il y a un rapport sexuel, automatiquement, il y a un glissement vers le zina, c'est-à-dire la fornication. C'est pourquoi le juge n'arrive pas, avec cette difficulté d'avoir une démarcation précise entre le viol et le zina, il se retrouve dans une situation qui fait que, malheureusement, certaines victimes qui ont diligenté un certain nombre de plaintes se retrouvent généralement accusées devant les juges. Merci beaucoup, maître Bilal Ouldik, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes avocat à la Cour. Les nouveaux objectifs d'éradication de la pauvreté à l'horizon 2030 et de prospérité mieux partagée en Afrique ne pourront être atteints que si nous parvenons à avoir un véritable impact au Sahel. C'est ce qu'a déclaré le vice-président Afrique à la Banque mondiale, Makhtar Diop, qui s'exprimait hier lors de la dernière journée du forum de haut niveau sur les défis de la résilience au Sahel de Nouakchott. Libéralisation de l'audiovisuel en Mauritanie. Nous disposons désormais de 5 radios et de 5 télévisions privées, dont votre chaîne privée Al-Wataniya qui a démarré officiellement ses programmes aujourd'hui. Notre reporter Ahmed Elbou a suivi chez l'équipe d'Al-Wataniya au quotidien. Votre télévision Al-Wataniya ouvre ses portes officiellement aujourd'hui, vendredi 1er novembre 2013. Avec un programme intense, pertinent et varié et une ligne éditoriale indépendante animée par des femmes et des hommes sélectionnés sur tests très sélectifs passés par des professionnels. Ainsi, seuls ceux qui sont curieux, capables de couvrir tous les événements et censés être en mesure de s'adapter et de traiter de tous les sujets ont été retenus. Pour mieux vous servir, Al-Wataniya a mis en place la technicité requise en la matière. La salle de montage son a fait l'objet de traitements acoustiques spécifiques aussi bien en absorption qu'en diffusion. De la rédaction et la salle de montage sont reliés pour un travail collaboratif rapide et efficace. Nous sommes à la régie qui permet de mixer les différentes sources vidéo. Le studio Habib Mahfouz est le centre névralgique de la chaîne.
C'est dans cette pièce que sont sélectionnées parmi les différentes sources les images devant être mises à l'antenne. On trouve divers appareils de contrôle de qualité du signal et des traitements d'images, en plus d'appareils sur lesquels sont stockés tous les habillages des chaînes ainsi que les pubs, bandes annoncées et émissions de flux qui seront programmées en multidiffusion. Pendant que nos bureaux étaient en réflexion, toute l'équipe était à pied d'œuvre pour répondre à vos besoins en la matière. La liberté d'expression dans l'espace politique, c'est d'abord la liberté de donner un avis sur la vie politique. Et pour ce faire, les citoyens doivent pouvoir disposer de canaux adéquats et adaptés aux attentes de nos téléspectateurs. 3 pirates mauritaniens ont été arrêtés et écroués à Nouadhibou suite au piratage d'un bateau en haute mer. Les pirates ont dérobé un montant de 12 millions d'ouguiya à des marins chinois. Ces pirates auraient avoué avoir bénéficié de complicité locale. C'est le premier acte de piratage en Mauritanie. Dans l'actualité internationale, ce soir, les cadavres de 87 migrants ont été retrouvés dans le désert nigérian à une dizaine de kilomètres de la frontière algérienne. Il s'agit de 7 hommes, 32 femmes et 48 enfants. Ces victimes de l'immigration clandestine viennent s'ajouter aux 5 femmes et fillettes issues du même groupe de clandestins dont les dépouilles avaient été découvertes récemment par l'armée nigérienne. Toutes ces personnes sont mortes début octobre dans un voyage tragique vers l'Algérie qui avait débuté fin septembre. La suite de l'actualité internationale en bref et en images. Les assises nationales sur le Nord qui se sont ouvertes ce vendredi à Bamako doivent rassembler jusqu'à samedi la classe politique et la société civile. But de l'opération, rechercher une solution durable pour cette région en crise. Si certains groupes armés du Nord doivent aussi participer aux discussions, les Touaregs du MNLA et le mouvement arabe de l'Azawad ont refusé de se rendre à Bamako. Mercredi 30 octobre, Rabat a rappelé son ambassadeur à Alger. Jeudi 31 octobre, les autorités algériennes confirment que leurs diplomates resteraient en poste. Le Maroc a rappelé son ambassadeur, ceci après plusieurs jours d'échanges plutôt vifs entre les deux pays, au sujet du respect des droits de l'homme dans cette région disputée entre le Royaume et le Front Polisario, indépendantiste soutenu par l'Algérie. 7 Palestiniens ont été tués et 5 soldats israéliens blessés lors d'un raid aérien et un accrochage à la frontière entre Gaza et Israël. 3 Palestiniens ont été tués durant l'opération, a affirmé le Hamas. Israël déclare avoir bombardé vendredi un tunnel de la bande de Gaza qui serait utilisé par des combattants palestiniens pour attaquer l'État hébreu. Si la frontière entre Israël et la bande de Gaza était globalement calme depuis la trêve conclue en novembre 2012 sous l'égide de l'Égypte, les violences se multiplient depuis 8 jours. À Pékin, 5 morts, place Tiananmen dans l'incendie d'une voiture. Une 4x4 avait alors foncé sur la foule puis explosé, faisant 5 morts et 38 blessés. Le lieu est hautement symbolique, ce qui a immédiatement fait penser à un acte de revendication contre le pouvoir, comme l'ont été d'autres actions menées sur cette place. Jeudi soir, Pékin a confirmé suivre la piste de l'attentat et précisé avoir identifié un mouvement dit islamique du Turkestan comme commanditaire, une organisation classée par l'ONU comme terroriste. Ainsi, mesdames et messieurs, prend fin votre journal télévisé. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Et excusez-nous encore pour ce petit retard indépendant de notre volonté. Le journal télévisé en langue française est fixé à 21h30. Avant de nous quitter, tout de suite, le rappel des titres. Élections municipales et législatives en Mauritanie. Les coalitions se font et se défont. L'agression et le meurtre d'une fillette a motivé le sit-in tenu hier devant les grilles du palais présidentiel. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta réunit pour 2 jours la classe politique et la société civile du Mali pour des assises nationales. Les programmes se poursuivent sur votre chaîne privée Al Watania. Très bonne soirée à tous.